Bonjour à tous. Nous allons débuter cette session sur la resynchronisation dans l'insuffisance cardiaque, le traitement électrique de l'insuffisance cardiaque, qui va non seulement parler de la resynchronisation elle-même qui est maintenant de façon quotidienne utilisée, mais également de l'innovation avec la stimulation sans sonde au niveau du ventriculaire gauche. J'ai le plaisir de co-modérer cette session avec Jean-Claude Deharo de Marseille. Je suis Jacques Mansourati de Brest. Et donc, cette session va, comme vous l'avez compris, va tourner non seulement autour du quotidien, faut-il choisir un CRTP ou un CRTD, comment faire que la resynchronisation soit le plus optimale possible, mais également des nouveautés de l'innovation avec les stimulations multipoints, la stimulation du HIS et la stimulation sans sonde, avec des études qui sont en cours, mais dont on n'a pas encore les résultats définitifs. Et je vais donc, pour commencer la session, donner la parole à Serge Boveda de Toulouse, qui va nous parler du choix entre CRTP et CRTD, comment faire le choix en pratique. À toi, Serge. Mes chers amis, nous allons donc traiter du difficile problème du critère de choix entre CRTP et CRTD, donc le défibrillateur en prévention primaire en matière de resynchronisation. Voici mes liens d'intérêt. Nous savons donc depuis les premières études randomisées sur la resynchronisation et notamment l'étude Keretchev publiée dans le New England en 2005 que la resynchronisation diminue significativement le risque de mortalité globale lorsqu'elle est comparée à un groupe médical, donc traité uniquement par des médicaments. Il s'agit là d'une resynchronisation sans défibrillateur et vous voyez qu'il y a une diminution très significative de la mortalité globale. De fait, lorsqu'on s'intéresse aux études randomisées sur la resynchronisation, très peu ont ciblé le CRTD. Et en réalité, les deux études les plus importantes, les dernières, l'étude MADIT-CRT et l'étude RAFT, ne se sont absolument pas intéressées à l'intérêt du CRTD versus CRTP, mais plutôt à l'intérêt de la resynchronisation chez les malades les moins graves en classe 2 ou 3 de la NYHA. Et ces études ont d'ailleurs démontré l'intérêt de la resynchronisation chez ces malades-là. Certaines études, à l'inverse, ont démontré le manque d'intérêt du défibrillateur, notamment chez les malades qui ont une myocardiopathie non ischémique. Et notamment l'étude Danish, publiée en 2016 également dans le New England Journal, s'est intéressée à des malades, vous le voyez ici, plutôt jeunes, dans les 60 ans, donc un groupe avec défibrillateur et un groupe sans défibrillateur. Vous noterez que le QRS dans les deux groupes est large, supérieur à 120 millisecondes, 145 millisecondes environ. Et vous voyez que 60%, presque 58% dans le groupe défibrillateur, donc CRTD, et dans le groupe contrôle, sont resynchronisés. Il s'agit là donc de 58% de CRTD et 58% de CRTP. Dans cette étude Danish, on s'aperçoit que certes, il y a une diminution de la mortalité subite dans le groupe défibrillateur, ce qui est relativement logique avec un petit p très significatif, 0,005, mais à l'inverse, lorsqu'on s'intéresse à la mortalité globale, il n'y a aucune différence significative entre le groupe défibrillateur et le groupe contrôle, donc sans défibrillateur. Et lorsque l'on s'intéresse de plus près à l'analyse en sous-groupe, il faut bien évidemment être prudent dans ces analyses en sous-groupe, mais quoi qu'il en soit, vous voyez que pour le sous-groupe des resynchronisés, donc les 58% de chaque groupe défibrillateur et groupe contrôle, vous voyez que l'intérêt du défibrillateur ici est neutre, on est très près de la barre centrale du 1, et donc chez ces patients-là, il n'y a pas de diminution significative de la mortalité globale, en particulier chez les patients resynchronisés. Nous avons étudié une large cohorte, plus de 5000 patients au niveau européen, donc des patients français, anglais, suédois, et nous avons divisé ces patients resynchronisés, ils sont tous resynchronisés, en deux sous-groupes. Un groupe avec une maladie ischémique sous-jacente, une cardiopathie ischémique, et un groupe avec une myocardiopathie non ischémique.
Vous voyez que chez les ischémiques, le suivi est de 3 ans pour les deux groupes. Vous voyez que chez les ischémiques, il y a une diminution significative de la mortalité globale lorsqu'ils sont resynchronisés avec un défibrillateur, un petit p très significatif, 0,005, alors qu'une fois de plus, chez les non ischémiques, vous voyez que l'effet est neutre entre le CRTD et le CRTP. Donc un argument fort pour une étude observationnelle, certes, mais qui est en faveur du CRTD chez les patients ischémiques, alors que chez les non ischémiques, l'intérêt est beaucoup plus discutable. Alors en pratique, comment choisir? On va se reporter à des recommandations qui sont anciennes maintenant, puisqu'elles remontent à 2013, et dans ces recommandations, il avait été listé l'intérêt des deux types d'appareils, le CRTD et le CRTP. Alors, en matière de mortalité globale, l'intérêt est similaire entre les deux appareils. Certes, il y a une diminution qui est plus importante de la mortalité subite dans le groupe CRTD, mais en termes de mortalité globale, les deux appareils font pratiquement aussi bien. Par contre, en complication, le CRTD est moins bon, puisque notamment il présentera davantage de problèmes de choc inapproprié, mais également un nombre d'infections ou de déplacements de sonde qui pourra être plus important. En termes de coût, bien évidemment, le CRTD est plus cher et donc il fera moins bien là aussi que le CRTP. En pratique, les recommandations sont assez simples. Lorsqu'il y a une indication à un défibrillateur, notamment en prévention secondaire, et que le patient doit être resynchronisé, eh bien, on va s'orienter vers un CRTD de manière naturelle avec une indication de classe 1, donc il n'y a aucune discussion à ce niveau-là. Lorsqu'à l'inverse, nous sommes en situation de prévention primaire et qu'il y a une indication à une resynchronisation, eh bien là où nous avons une indication de classe 2A pour le CRTD en fonction des critères cliniques qui vont être listés, vous allez le voir dans la diapositive suivante. Ces critères cliniques font appel au bon sens. Lorsqu'il y a une maladie évoluée, donc insuffisance cardiaque grave en classe 3 ou plus de la NYHA, cela sera en faveur du CRTP, donc sans défibrillateur. De même, lorsqu'il y aura une insuffisance rénale sévère ou une dialyse, là aussi on s'orientera davantage vers le CRTP. Mais également lorsque la morbidité sera importante chez des patients diabétiques, par exemple, ou lorsqu'ils seront dénutris ou fragiles. À l'inverse, lorsqu'il y aura une espérance de vie qui sera bonne, au moins supérieure à 1 an, c'est un minimum, nous irons davantage vers le CRTD, d'autant plus que l'insuffisance cardiaque est modérée, et notamment chez les patients en classe 2 de la NYHA, et d'autant plus, nous l'avons vu, chez les patients ischémiques. Cela ne fait aucun doute. Bien évidemment, lorsque la morbidité est faible chez des patients en bon état général, cela sera également un argument en faveur du CRTD. Donc, en conclusion, mes chers amis, il y a certes une efficacité de la resynchronisation qui est indiscutable. L'effet même de la resynchronisation diminue le risque de mortalité globale, mais également de mortalité subite. Les critères de choix en faveur du CRTD ou du CRTP seront simples et font appel à la logique. Lorsqu'il y a une maladie ischémique sous-jacente, on ira davantage vers le CRTD. Lorsque l'âge est jeune et notamment inférieur à 70 ans, nous irons également vers le CRTD, donc resynchronisation associée à un défibrillateur. Lorsque la morbidité est faible, lorsqu'il n'y a pas d'insuffisance rénale, lorsqu'il n'y a pas de diabète, cela sera également en faveur du CRTD, d'autant plus que l'insuffisance cardiaque est modérée, et notamment chez les malades en classe 2 de la NYHA ou en classe 3 éventuellement de la NYHA, si tous les critères au-dessus ont été également favorables pour le CRTD. L'idéal serait bien évidemment d'avoir dans le futur un critère d'identification des patients à risque de mort subite, de façon à pouvoir définir précisément ceux qui bénéficieront le plus d'un type d'appareil ou de l'autre. Je vous remercie. Merci Serge pour cette présentation. Effectivement, le choix entre CRTP et CRTD peut s'avérer parfois difficile, mais de façon générale, avec certains critères qui sont l'âge, les comorbidités,
on peut tout de même, chez certains patients, aller dans le choix plus facilement. Moi, mon problème actuel, c'est celui de la connectique des CRTD avec la connectique DF4 de la sonde ventriculaire droite qui peut poser problème au moment où le CRTD arrive en fin de vie, et on va dire c'est à peu près de l'ordre de 8 ans. Ma problématique, c'est si je veux downgrader de CRTD à CRTP, je ne peux pas le faire à cause de cette connectique DF4. Je ne sais pas où en sont les fabricants dans cette problématique. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Claude? Ben, je suis exactement de ton avis, c'est la difficulté. Et pas plus tard que ce matin, on se posait encore la question pour un patient. Par chance, il avait une connectique DF1. C'est un patient âgé qui a parfaitement répondu à la resynchronisation, mais il est très âgé maintenant. Et au moment du changement, on a souhaité revenir à CRTP plutôt que CRTD. On a pu le faire parce qu'il avait une connectique DF1, mais c'est une vraie question. Je suis parfaitement d'accord avec toi. J'ajouterais comme commentaire que j'ai trouvé très clair cette présentation de Serge, et il est vrai que dans la réalité, on n'est pas toujours dans un choix cornélien. Quand on ajoute le critère d'âge, le critère de classe fonctionnelle YHA, l'espérance de vie bien sûr du patient et la cardiopathie, je crois que ça c'est très important et Serge l'a bien signalé dès le début de sa présentation, eh bien on a les éléments d'un choix qui se fait finalement assez facilement. Et je crois que le vrai problème, c'est ce que tu dis, c'est au moment du changement. Est-ce qu'un patient qui a très bien répondu, qui est sorti finalement de la zone rouge en termes de risque rythmique, eh bien, on va le downgrader, comme on dit, vers du CRTP. Est-ce qu'on ne doit pas le faire? Est-ce que tu utilises le critère d'âge dans ta pratique, toi, Jacques, pour downgrader ou non? Il n'y a pas que l'âge, il y a aussi le fait d'avoir un patient qui a bien répondu à la resynchronisation. On sait aussi que les défibrillateurs, ben, c'est plus à risque d'infection et d'extériorisation. Et donc, je me pose la question, même chez un patient d'âge plus bas, sauf s'il a une cardiopathie ischémique, de passer au CRTP. C'est vrai que c'est uniquement dans les cardiopathies dilatées qu'on va normaliser la fraction d'éjection. Et même chez quelqu'un qui est jeune, je pose la question quand même de passer en CRTP. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est une question qu'on peut se poser chez le patient même jeune, Tout à puisqu'il fait n'a plus les d'accord avec défibrillations. Tout à fait d'accord avec toi. Alors là, par contre, moi, je suis beaucoup plus réticent chez le patient jeune. On a tous connu certaines observations de patients qui n'avaient pas fait d'arythmie, bien sûr, pendant toute la période initiale et qui vont en faire ensuite. Donc, je suis très prudent. Moi, le critère d'âge est quand même le plus important pour le downgrading en tenant compte des impératifs techniques que tu as soulignés. Je crois qu'il est temps de clore cette première présentation, de remercier encore Serge Boveda et puis de passer à la deuxième présentation qui va être donnée par Daniel Gras et qui va traiter de la façon d'améliorer la resynchronisation. On sait que quelquefois les patients ne répondent pas parfaitement. Que faut-il faire dans cette situation? Daniel, c'est à toi. Bonjour, bienvenue à cette session dédiée à l'amélioration du traitement par resynchronisation. Si joint mes conflits d'intérêts, on a divisé la présentation en 5 étapes sur les différentes possibilités d'améliorer la resynchronisation par une sonde quadripolaire, des algorithmes dédiés, la stimulation multipoint, la stimulation ventriculaire gauche endocardique et enfin la stimulation ischienne. La sonde quadripolaire offre très clairement un avantage par rapport aux sondes bipolaires avec une amélioration des vecteurs de stimulation, une diminution de la stimulation phrénique et certains auteurs rapportent également la possibilité d'avoir un impact sur la mortalité, peut-être aussi de diminuer l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, comme cela a été montré dans cette méta-analyse qui porte sur un peu plus de 30 000 patients. Une autre option concerne certains algorithmes dédiés à la resynchronisation qui vont pouvoir être ajustés suivant la longueur de l'intervalle PR. Une étude ici qui est ambitieuse puisque l'objectif combiné porte à la fois sur la mortalité, sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, qui va inclure 200 centres dans le monde avec 3000 patients qui seront inclus, une durée de l'étude d'un peu plus de 5 ans. Une autre approche également dédiée à la fusion ventriculaire, c'est-à-dire à la fusion entre la stimulation ventriculaire gauche et l'activation par la voie nodo-ischienne, avec une approche randomisée entre un algorithme fonctionnel, un délai AV fixe, et avec un travail qui va avoir un suivi d'un peu plus d'1 an, une étude qui va se terminer en 2023.
Une autre approche qu'on avait essayée consiste à ajouter une deuxième sonde ventriculaire gauche de façon à tenter d'améliorer l'effet de resynchronisation. On peut s'apercevoir ici qu'on avait les systèmes qui étaient fonctionnels dans 80% des cas et au terme du suivi, nous n'avons pas observé d'amélioration sur la mortalité ou sur la réhospitalisation pour insuffisance cardiaque et cette approche a donc été abandonnée. Une autre approche est celle de la stimulation multipoint qui, dans l'étude contrôlée MOR-CRT-MPP, n'a pas retrouvé de bénéfice sur un critère de remodelage ventriculaire. Toutefois, il est intéressant d'observer chez les patients qui avaient une optimisation de leur stimulation multipoint sur la base de vecteurs le plus séparés possible, eh bien, on pouvait observer une amélioration apportée par ce mode original de stimulation, donc qui nécessite une approche individuelle. En voici un exemple, une sonde quadripolaire. On repère la zone de conduction tardive, la zone de conduction précoce. On élimine les vecteurs de stimulation avec un seuil de stimulation trop élevé et on programme ensuite le stimulateur de façon à avoir la plus grande séparation entre les deux électrodes. Et avec cette configuration, nous avons pu obtenir un bénéfice. Quatrième option est celle de la stimulation endocavitaire VG, qui dans l'étude ALSYNC avait montré un bénéfice chez des patients chez qui il n'avait pas été possible d'implanter un système de resynchronisation qui était non répondeur, un bénéfice en termes de remodelage, d'augmentation de la fraction d'éjection. Cette approche a été ultérieurement abandonnée en raison d'un événement thromboembolique trop élevé à 3,4% à 6 mois, qui n'était donc pas acceptable en termes de suivi à long terme. Une autre approche peut-être est la stimulation par ultrason avec une électrode implantée dans l'épaisseur de la paroi ventriculaire gauche, qui apporte également un bénéfice sur la fraction d'éjection, sur le remodelage inverse. Il existe des études en cours qui sont en train d'évaluer cette nouvelle approche qui est très probablement prometteuse. La dernière approche concerne la stimulation hisienne qui peut se faire en stimulant en amont de la zone de bloc, si on accepte le concept de dissociation longitudinale de l'activation nodo-hisienne, ou en utilisant une tension de sortie plus élevée de façon à activer les différentes voies de stimulation. Un exemple ici dans une étude monocentrique, vous voyez un patient avec un bloc de branche gauche, des QRS fins sous stimulation, un effet de remodelage inverse déclaré dans cette étude qui méritera très certainement d'être confirmé par des travaux multicentriques. Voici un exemple pour expliquer à un patient une approche qu'on utilise en pratique courante maintenant chez un patient non répondeur à la resynchronisation, où on reprend l'implantation en positionnant une sonde de stimulation pour obtenir la resynchronisation qui a été ici parfaitement efficace. Donc en conclusion, pour améliorer la resynchronisation, 1, le choix d'une sonde quadripolaire, 2, le choix d'algorithmes dédiés à l'amélioration de la resynchronisation, la stimulation multipoint en programmant le patient de façon individuelle, la stimulation endocardique non avec une sonde ventriculaire gauche endocavitaire, à évaluer avec une stimulation par ultrason. La stimulation du faisceau de His, très certainement, aura un avenir prometteur. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup pour cette présentation, Daniel. Alors c'est vrai qu'on se pose la question quelquefois de recourir à des méthodes pour améliorer la réponse à la resynchronisation. Dans ma pratique, c'est une question que je ne me pose pas systématiquement, bien sûr. C'est-à-dire que on essaye d'optimiser les choses lorsque le patient est implanté, avant de sortir, de façon d'ailleurs assez sommaire. Je dois dire qu'on n'utilise plus tellement aujourd'hui de façon systématique les algorithmes qui sont proposés. On règle l'appareil de façon standard et on va attendre une certaine période de la réponse à la resynchronisation. Alors c'est là la vraie question. C'est combien de temps on va attendre? Est-ce qu'on attend 1 mois? Est-ce qu'on attend 3 mois? Est-ce qu'on attend 6 mois? Qu'attend-on? Et je crois que aujourd'hui les choses sont relativement claires. Un bon répondeur à la resynchronisation,
c'est quelqu'un qui doit répondre dans les 6 premiers mois quand même, de façon correcte, sur le plan fonctionnel. C'est-à-dire que c'est avant tout la réponse clinique qui prime. Et ça, je crois que ça doit être souligné. Il ne faut pas attendre systématiquement une réponse en termes d'amélioration de la fraction d'éjection, qui est quelquefois très modeste, en termes de remodelage ventriculaire, qui met quelquefois beaucoup de temps à survenir. Et pour ma part, c'est avant tout une réponse clinique que j'attends. Et je l'attends pendant les 6 premiers mois. Et puis c'est vrai que c'est aussi la période où on va titrer les médicaments, les titrer dans le sens d'une baisse des doses, bien sûr. C'est-à-dire que si les patients répondent bien, on va diminuer, on va essayer de voir à quel seuil on peut les amener finalement pour continuer à avoir une bonne réponse sans avoir trop de traitement. Est-ce que tu es d'accord? Tout à fait d'accord avec toi, Jean-Claude, en particulier dans les cardiopathies ischémiques. On ne va pas s'attendre à une normalisation de la fraction d'éjection, et c'est d'abord l'amélioration sur le plan fonctionnel. Et il faut profiter bien sûr des 6 premiers mois pour optimiser le traitement et essayer d'obtenir comme ça une part aussi liée au traitement médical, en plus du traitement électrique pour l'amélioration sur le plan fonctionnel. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il ne faut pas s'attendre que ça va être comme ça du on-off tout de suite, en tout cas pas chez tous les patients. Et dans la cardiomyopathie dilatée, on peut s'attendre à une normalisation de la fraction d'éjection, mais pas dans la cardiopathie ischémique. Et là, le traitement en plus vient améliorer les choses. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'ai une autre question à poser dont on peut discuter, c'est par rapport à la stimulation du IS. C'est une technique quand même qui est assez compliquée. Je ne sais pas ce que tu en penses. La proposer d'emblée, c'est peut-être pas la bonne méthode. Quelle est ta propre expérience à ce sujet? Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Claude? Écoute, je crois que Daniel, on l'a vu, est très favorable. Je pense que comme lui, chez nous, on la réserve aux non-répondeurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas le faire d'emblée, on va le faire quand le patient ne répond pas. D'accord, on est d'accord avec ça. Du coup, on va passer à la présentation suivante, qui est la présentation d'Olivier Piot, concernant la conduite à tenir devant une arythmie après resynchronisation. À toi, Olivier. Bonjour à toutes et à tous. J'ai donc le plaisir de vous parler de la conduite à tenir devant une arythmie après resynchronisation. Alors, mes conflits d'intérêts sont sur cette diapositive. Donc, en préambule, je voulais indiquer que la resynchronisation a un effet antiarythmique. Avant de parler de troubles du rythme, en effet, comme le montre cette étude, et d'autres l'ont montré aussi, plus de 1740 patients en méta-analyse, on voit que les patients répondeurs qui correspondent aux petites cases en bleu ont beaucoup moins de thérapie pour troubles du rythme ventriculaire que les patients non répondeurs, qui sont les petites cases en orange. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand on franchit la barre des 45%, eh bien finalement, on a un risque plus faible que le risque habituel accepté pour l'indication d'un défibrillateur. Mais les patients qui reçoivent une resynchronisation ont évidemment une cardiopathie sous-jacente, une insuffisance cardiaque, et ils sont prompts à faire des troubles du rythme. Alors, pourquoi c'est important? Parce que les troubles du rythme sont un facteur de non-réponse chez des patients resynchronisés. Vous avez ici la liste des facteurs associés avec des réponses mauvaises à la resynchronisation. Et dans cette liste, on retrouve très bien placés les troubles du rythme et un corollaire très important, une stimulation biventriculaire de moins de 90%, puisque c'est un des éléments qui fera que l'arythmie va être délétère pour le patient. Alors pourquoi? Parce que, comme toujours, le trouble du rythme est favorisé par l'aggravation de la cardiopathie ou par la cardiopathie elle-même, mais ce trouble du rythme va par lui-même générer une aggravation de la cardiopathie. Et chez le patient resynchronisé, la grande particularité, c'est que cette arythmie va aggraver la cardiopathie aussi par la diminution de la délivrance de la resynchronisation et donc la baisse du pourcentage de stimulation biventriculaire. Un deuxième point aussi chez les patients qui ont un défibrillateur sera la possibilité de survenue de thérapies inappropriées qui ont un effet délétère qui a bien été démontré. Alors, à partir de quand on va considérer finalement une arythmie et la prendre en charge chez un patient resynchronisé? Alors, cette étude que je vais détailler nous montre que finalement, il faut être très attentif et il faut s'intéresser à des troubles du rythme très très tôt. 800 patients implantés d'un défibrillateur triple chambre, on leur fait un holter juste avant qui retrouve 3% d'extrasystole, donc vous voyez pas beaucoup. Et on va voir, vous avez ici en bas, le graphe en bas à gauche qui montre que plus il y a des extrasystoles, plus le risque que le patient ne reçoive pas la resynchronisation au taux de plus de 97% est élevé. Et à droite, on retrouve un autre graphe qui est que la réponse, le remodelage inverse à la resynchronisation sera moins bon
chez les patients qui ont beaucoup d'extrasystole que ceux qui n'en ont pas. Et vous voyez que le taux est très faible puisque c'est à partir de 0,1% d'extrasystole, donc 1 pour 1000. Donc, quand on voit un pourcentage de stimulation biventriculaire bas sans trouble du rythme installé important, il faut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une extrasystolie non prise en compte par l'appareil, le défibrillateur, et qu'il faudra documenter par un Holter-ECG. Ça, c'est un élément très important. Alors, on va prendre en charge les arythmies après resynchronisation, comme toute arythmie chez l'insuffisant cardiaque. Dans la fibrillation atriale, le contrôle du rythme ou le contrôle de la fréquence. Dans les troubles du rythme ventriculaire, avec les traitements à notre disposition. La particularité, c'est qu'on va utiliser évidemment ces recommandations habituelles, mais on va avoir une attention particulière à la délivrance de la resynchronisation, donc au pourcentage de stimulation biventriculaire, avec un objectif évidemment de 100%, mais qu'on juge en général au-dessus de 97%. Ce patient de 72 ans qui a une cardiopathie dilatée, qui est resynchronisé avec un stimulateur cardiaque, n'avait pas de trouble du rythme jusque-là. Vous voyez ici sur le graphe à gauche, on a le petit schéma en haut, en blanc, vous voyez, c'est une période où il n'y a pas de fibrillation atriale, il y a un rythme sinusal, et le patient, dans les suites d'une chirurgie, va présenter de la fibrillation atriale. Donc, vous voyez, ça devient tout noir parce que le patient est constamment en fibrillation, enfin en trouble du rythme atrial, et donc présente un œdème pulmonaire, mais non seulement il a la fibrillation atriale, mais vous voyez à droite qu'il a son pourcentage de stimulation biventriculaire qui passe de 100 à 53%, donc une perte de la resynchronisation. Alors ici, l'électrocardiogramme, on voit un flotteur et on va évidemment proposer à ce patient l'ablation du flotteur. Un autre cas ici d'une patiente de 81 ans avec des comorbidités, pareil, une fibrillation atriale avec une baisse de la stimulation à 90% et une dégradation de la fonction cardiaque qui va motiver une ablation de la jonction auriculo-ventriculaire qu'on indique très fréquemment chez ces patients, surtout âgés avec des comorbidités. Alors, ça a bien été étudié, la relation entre fibrillation atriale et pourcentage biventriculaire, notamment dans cette grosse étude rétrospective de 54 000 patients. On voit que plus il y a de la fibrillation atriale, plus on est en dessous des 90% de stimulation biventriculaire. Et cette baisse du pourcentage de stimulation biventriculaire est associée à une mortalité plus élevée. Donc, il faut un contrôle agressif de la fibrillation atriale pour obtenir un bon pourcentage de stimulation. Alors, jusqu'où aller? Ici, vous avez un cas d'un patient. La courbe, c'est la fraction d'éjection. 56 ans, cardiopathie dilatée, bloc de branche gauche, à 20% de FE, on l'implante et on lui met un traitement médicamenteux. On est content, il passe à 50% de FE. Et vous voyez qu'après, il fait le yo-yo parce qu'il a des troubles du rythme qu'on va traiter par ablation de façon répétée et agressive, mais pour obtenir un patient stable 8 ans après à 45-50% de FE. Un petit mot sur les extrasystoles ventriculaires, qui sont quelque chose de très important aussi chez ces patients, et notamment les patients qui ont une cardiopathie ischémique. Vous connaissez le rôle pronostic des extrasystoles ventriculaires. On le voit bien sur cette étude en rouge, les patients qui ont plus de 10 extrasystoles par heure, et en noir, ceux qui ont moins de 10 extrasystoles par heure. Eh bien, on voit que le pronostic en termes de troubles du rythme ou de mortalité d'insuffisance cardiaque est différent selon que les patients aient ou non beaucoup d'extrasystoles ventriculaires. Donc, marqueur de risque, ça on le savait bien. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ces travaux et d'autres qui montrent que l'ablation des troubles du rythme ventriculaire peut permettre une amélioration de la réponse à la resynchronisation. J'ai pris 6 travails de 2012, 65 patients, plus de 10 000 extrasystoles ventriculaires. Et vous voyez qu'en ablatant les extrasystoles ventriculaires, on passe de 76 à 98% de stimulation biventriculaire, avec amélioration de la fraction d'éjection et des paramètres échographiques. Plus le pourcentage de stimulation biventriculaire était bas avant l'ablation, plus le bénéfice sera élevé. Et de même, plus il y avait des extrasystoles, plus le bénéfice sera élevé. Donc, un rôle important du traitement des extrasystoles chez ces patients. Donc, on va traiter avec les moyens habituels, évidemment, selon les recommandations, en utilisant l'ablation assez fréquemment chez ces patients. En conclusion, il faut bien comprendre que l'arythmie chez le patient resynchronisé va altérer évidemment son milieu dynamique par elle-même, mais aussi en diminuant la délivrance de la resynchronisation. Ça, c'est très important. Et deuxième point, il faut avoir un contrôle agressif des troubles du rythme pour obtenir un haut pourcentage de stimulation biventriculaire en dépassant les 97%. Troisième point de conclusion, la fibrillation atriale est fréquente après la resynchronisation, de l'ordre de 25% des patients. Donc, on va utiliser traitement médicamenteux. Mais chez ces patients stimulés, on va très souvent utiliser l'ablation de la jonction auriculo-ventriculaire et de plus en plus l'ablation de la fibrillation atriale chez les patients plus jeunes ayant moins de comorbidité. Dernier point, le Holter-ECG sera
très intéressant chez ces patients pourtant implantés pour quantifier l'importance, la charge en extrasystole ventriculaire qui peut motiver un traitement médicamenteux, voire une ablation, pour permettre encore une fois de limiter les conséquences hémodynamiques de ce trouble du rythme ventriculaire. Merci beaucoup de votre attention. Merci Olivier pour cette présentation qui rappelle un petit peu les problèmes quotidiens que nous avons avec la resynchronisation et les troubles du rythme qui font que les patients échappent à la resynchronisation. J'avais une question par rapport aux patients qui avaient une fibrillation atriale paroxystique. Est-ce que tu aurais tendance à faire une ablation de la jonction auriculo-ventriculaire simplement, ou est-ce que tu essaierais quand même de faire une ablation au niveau des veines pulmonaires, et est-ce que tu la complètes par une ablation de la jonction systématiquement ou pas? Quelle est ta conduite habituelle là? Je pense que c'est une question en effet importante. Il faut savoir, finalement, il faut se poser la question de l'indication de l'ablation de fibrillation atriale, déjà indépendamment du caractère de la resynchronisation chez ce patient-là. Et c'est sûr que si on a un patient assez jeune pour lequel on veut récupérer une systole atriale, on va proposer une ablation de la fibrillation atriale assez facilement. Si on a un patient âgé, très âgé, en FA ancienne, on va plutôt aller vers l'ablation de la jonction AV. Après, la question se pose en effet de faire systématiquement une ablation de la jonction AV malgré une ablation de la fibrillation atriale. Je pense qu'on peut le compléter. On a un patient chez qui on veut une resynchronisation permanente. On sait que l'ablation de la FA elle a un taux de succès important, mais dans la cardiopathie, on sait qu'il y a un taux de récidive non négligeable. Donc, je pense qu'on peut compléter l'ablation de la FA pour garder la systole atriale par une ablation de la jonction AV pour avoir une resynchronisation permanente. Parce que le but, c'est quand même de pouvoir avoir une resynchronisation le plus fréquemment possible, au-delà de 95-96% maintenant, bien sûr. Exactement. Jean-Claude, tu avais une question? Oui, je voulais demander à Olivier, d'abord merci beaucoup pour ta présentation. Est-ce que tu utilises la télécardiologie de façon systématique chez les patients qui sont resynchronisés pour justement définir ces indications d'intervenir sur un trouble du rythme? Parce que quelquefois, on peut anticiper les choses comme ça. Alors, c'est vrai que la place de la télécardiologie, je pense qu'elle est, la télésurveillance des prothèses rythmiques, je pense qu'elle est particulièrement intéressante chez ces patients qui ont une cardiopathie, qui vont d'ailleurs aussi pouvoir bénéficier de la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Et donc, ça permet en effet de détecter la survenue de la fibrillation atriale. J'en ai montré des exemples pendant ma présentation. Et on peut détecter plus tôt la présence de la fibrillation atriale et proposer plutôt un traitement dirigé sur le trouble du rythme. Mais c'est vrai que ça permet aussi peut-être d'éviter que des patients soient hospitalisés pour insuffisance cardiaque. Bon, tout ça, ça a déjà été plus ou moins étudié, mais en pratique, je pense que les patients qui ont notamment des défibrillateurs, ils sont quasiment très souvent maintenant sous télésurveillance et on va pouvoir détecter plus précocement la fibrillation atriale, contacter le patient et le prendre en charge plus tôt. Pour les patients qui ont un stimulateur cardiaque, c'est vrai que le télésuivi n'est pas permanent encore, n'est pas présent chez tous les patients et c'est encore une question à définir. Tout à fait, merci beaucoup. Fibrillation atriale ou extrasystole ventriculaire d'ailleurs, parce que la question se pose dans les deux cas. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la communication suivante qui va être présentée par le professeur Defaille de Grenoble et il va nous parler de la stimulation sans sonde ventriculaire gauche. C'est une technique nouvelle qui consiste à utiliser un dispositif qui est encore à l'étude en France et le professeur Defaille va nous en parler. Merci. Je vais vous parler de la stimulation sans sonde ventriculaire gauche. Où en est-on? Voici mes conflits d'intérêts. Vous savez qu'on implante les sondes ventriculaires gauche via le sinus coronaire avec un taux de succès qui approche les 100%, mais il y a encore des échecs d'implantation en dépit des améliorations technologiques majeures et on peut parler de 7% d'échecs d'implantation de sondes ventriculaires gauche. Ça peut être dû à l'anatomie du sinus coronaire, à des complications liées à l'implantation des sondes ventriculaires gauche ou à des échecs de grade en raison de thrombose de l'axe sous-clavier. Depuis longtemps, il y a eu de la bibliographie concernant l'avantage de la stimulation endocardique dans le ventricule gauche. Et vous avez ici une publication de Meyerbourg très ancienne sur le bénéfice de la stimulation endocardique du ventricule gauche avec des vitesses de propagation de l'influx qui sont beaucoup plus rapides que la stimulation épicardique. Alors, pour stimuler en endocardique, on a commencé par stimuler directement via un transseptal
et un transmitral pour aller directement stimuler le ventricule gauche par une sonde endocavitaire. Et comme vous le voyez sur cette étude ALSYNC, cela a entraîné un certain nombre d'effets secondaires, notamment des AVC, des insuffisances mitrales et même des endocardites, si bien que cette technique de stimulation a été en quelque sorte abandonnée. Pourtant, il y a un besoin de la stimulation ventriculaire gauche parce qu'il y a une population qui ne peut pas être traitée, notamment les non-répondeurs, les patients qui n'ont pas pu être stimulés parce qu'ils ont eu des échecs d'implantation, et puis les hauts risques d'upgrade, notamment les thromboses, et il y a donc besoin d'une alternative thérapeutique. Et cette alternative thérapeutique, c'est le système WISE-CRT. Alors, il faut une sonde endocavitaire dans les cavités droites, puisque le stimulateur ou le défibrillateur va être synchronisé sur cette sonde endocavitaire qui est dans le ventricule droit. Et puis ensuite, il faut un stimulateur sans sonde qui est minuscule, qui est environ 16 fois plus petit qu'un Micra. Vous voyez, il fait 9 mm x 2,7 mm. Il est implanté par voie artérielle, aortique rétrograde dans le ventricule gauche directement, et il va s'attacher grâce à ces spicules sur la paroi latérale du ventricule gauche. Il y a ensuite dans le système un transducteur ultrasonique qui va transmettre des ultrasons via une fenêtre intercostale ultrasonique et qui va donc délivrer ces ultrasons à ce leadless qui va transformer ces ultrasons en énergie électrique. Vous avez ici la base de la transmission, vous avez un amplificateur, le signal électrique qui va définir des ultrasons. Ces ultrasons vont être transmis jusqu'à par une fenêtre acoustique jusqu'à un récepteur qui va transformer les ultrasons avec un accéléromètre en un signal électrique. Alors il y a une étude qui est une étude de faisabilité, une étude de SELECT-LV qui a permis de montrer que cette stimulation endocavitaire, leadless, sans sonde endocavitaire du ventricule gauche était efficace en termes de resynchronisation, avec un certain nombre de paramètres qui sont améliorés. Les stimulateurs sont soit des doubles chambres, soit des CRTP ou des CRTD, puisqu'il y a un co-implant, il y a un système de co-implanté en même temps. Ici, un exemple d'un patient né en 1935. Vous voyez que c'est un patient qui a un stimulateur VVI, mais qui a une nécessité d'upgrade vers un stimulateur biventriculaire. Le QRS est très large. Alors, première étape, on définit une fenêtre acoustique avec une sonde d'ultrason. Ensuite, la deuxième étape va être l'implantation sous-musculaire du transmetteur ultrasonique qu'on va fixer entre deux côtes. Et puis, ici, une tunnelisation de la sonde vers une batterie, et on a maintenant des batteries de deuxième génération qui ont une durée de vie de plus de 4 ans. Et puis, le lendemain, on va implanter on va implanter le leadless ventriculaire gauche, le stimulateur ventriculaire gauche, et le système. On passe par voie artérielle, et on va implanter, grâce à ce cathéter, le leadless, le pacemaker sans sonde ventriculaire gauche, ici dans la paroi latérale du ventricule gauche, une opacification qui permet de définir qu'on a bien fixé ce stimulateur. Voilà le système en place avec les 3 flèches. Vous voyez le pacemaker sans sonde qui est minuscule, la batterie et le transmetteur ultrasonique, et ici le stimulateur VVI implanté dans les cavités droites avec un affinement considérable des complexes QRS. Ici, un autre exemple, et c'est ce qu'on a de plus en plus tendance à faire, d'un système tout sans sonde, all leadless. Vous avez ici un Micra implanté. Alors, il y a d'abord une stimulation temporaire qu'on va enlever ensuite, un stimulateur Micra VVI au niveau du septum bas du ventricule droit, et ici, le stimulateur sans sonde ventriculaire gauche et le transmetteur ultrasonique, et vous avez l'affinement considérable des QRS ensuite. Alors, il y a une étude en cours qui est prévue pour valider ce type de stimulation avec 2 types d'indications. Les patients qui étaient intraitables, c'est-à-dire les patients qui ont un échec d'implantation, et les patients qui ont des thromboses à haut risque d'upgrade. On est actuellement dans un bras qui est single arm avec ce type d'indication. Alors les effets secondaires qu'on a pu voir ont été des épanchements péricardiques dans 3% des cas. C'est pour ça que maintenant on pratique les implantations sous échographie transœsophagienne. Et puis, actuellement, on implante ce type de stimulateur sans sonde associé à un stimulateur sans sonde dans le ventricule droit. On a rapporté très récemment, puisque ça date du 14 décembre, l'expérience européenne sur la stimulation all leadless VD-VG. Vous voyez,
Il y a 8 patients dans ce registre avec une diminution de la largeur des QRS importante, une amélioration de la fraction d'éjection et une amélioration de tous les paramètres classiques de resynchronisation. Alors pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que la stimulation du ventricule gauche sans sonde est faisable, semble efficace et assure un bénéfice par rapport au CRT conventionnel, notamment en cas d'échec de la resynchronisation conventionnelle, en cas de non-réponse et pour également les upgrades difficiles. Les études multicentriques, les registres ont démontré donc la faisabilité, l'utilité et l'effet positif à long terme de la CRT dans ces conditions-là. Ça a un certain nombre d'avantages puisqu'on peut optimiser la localisation dans le ventricule gauche beaucoup plus facilement qu'avec une stimulation via le sinus coronaire. Cela entraîne un affinement considérable des QRS, beaucoup plus qu'en CRT conventionnel, et une amélioration des scores composites. L'avenir, c'est bien sûr le all leadless, le tout sans sonde, l'association du MICRA plus du WISE, donc du stimulateur ventriculaire gauche, et maintenant du MICRA-AV, c'est-à-dire de faire de la détection de l'oreillette et de la stimulation biventriculaire sans sonde avec le MICRA-AV et le WISE. Je vous remercie. Pascal, donc cette innovation est très intéressante pour pouvoir implanter les patients qu'on n'arrive pas à implanter de façon classique. Est-ce que tu peux nous dire combien de centres en France actuellement l'utilisent et combien de patients ont déjà été implantés? Alors effectivement, il y a pour l'instant un nombre de centres limité en France qui implantent ce type de système. Ils font partie d'une étude qui s'appelle SOLVE, CRT, et pour l'instant, il n'y a que 5 centres autorisés à l'implantation, avec une prothèse qui est remboursée par des budgets innovation. Et ces centres, c'est donc nous à Grenoble, Marseille avec Jean-Claude, il y a Olivier Piot et il y a Toulouse avec la clinique Pasteur. Et Rennes, j'oublie Rennes. D'accord. Oui, Pascal, je voulais également te poser une question. Là, tu nous le présentes comme finalement quelque chose que l'on va utiliser en cas d'échec ou en cas de difficulté particulière pour la resynchronisation classique. Est-ce que tu penses que, bien sûr, ça va dépendre des résultats de l'étude, mais est-ce que toi, tu verrais déjà des indications à l'utiliser en première intention chez certains patients? Oui, en fait, je pense qu'il y a des indications à l'utiliser probablement en première intention pour des patients qui ont des gros problèmes de voix d'abord et pour lesquels on peut faire pratiquement ce que j'appelle all leadless, du tout sans sonde, en mettant un MICRA à droite et en resynchronisant avec ce système EBR à gauche. Ces patients-là, je pense qu'on pourrait proposer une implantation de ce système en première intention, et c'est ce qu'on a fait dans quelques cas. On a regroupé un certain nombre d'observations européennes de ces patients implantés avec du tout sans sonde. Je pense que c'est vraiment l'avenir d'implanter VDVG sans sonde, et notamment pour ces patients qui ont des thromboses vasculaires, des difficultés de voix d'abord, par des méthodes conventionnelles. D'accord. Donc là, il s'agit de patients, évidemment, qui vont avoir uniquement une stimulation. Oui, absolument. Parce que comme vous l'avez vu, en fait, ce système, pour l'instant, est déclenché sur un système endocavitaire au niveau des cavités droites, que ce soit un double chambre, un défibrillateur ou un stimulateur cardiaque. Et ça limite un peu l'approche parce qu'en même temps, on a un leadless, un sans sonde à gauche, et puis un stimulateur conventionnel ou un défibrillateur conventionnel à droite. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment évoluer vers le tout sans sonde. Et l'approche avec le MICRA est vraiment extrêmement séduisante parce qu'elle va permettre de faire du tout sans sonde. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a eu une session très intéressante et on ne peut que remercier les différents orateurs. Cette session nous rappelle que la technique de resynchronisation qui a maintenant presque 20 ans est une technique qui est parfaitement mûre, mais qui continue de connaître un certain nombre d'évolutions. Alors ces évolutions vont toujours dans le sens d'une simplification de la technique, moins de sondes pour les patients, la possibilité éventuellement d'améliorer la réponse à la resynchronisation quand elle n'est pas optimale, également
Et je crois que c'était très important. Il nous a été rappelé que ces patients qui ont une cardiopathie sous-jacente, bien sûr sévère, continuent de présenter des arythmies et que le traitement de ces arythmies est une obligation si on veut que la resynchronisation soit correctement délivrée. Et puis, il y a eu ce message important en tout début du docteur Boveda qui nous rappelait que le choix entre CRTP et CRTD est toujours un choix difficile, mais que finalement, on peut assez facilement arriver à faire ce choix sans trop de difficultés si on tient compte de critères simples comme les critères d'âge, les critères de cardiopathie. Je remercie donc les orateurs. Cette session a été particulièrement intéressante et je clôt ainsi la session. Merci.